Bonjour tout le monde et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler bien sûr du changement de nom, non pas de Facebook, mais du groupe Facebook. L'erreur que beaucoup ont fait sur Internet. On va parler bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes quel jour? Nous sommes vendredi 29 octobre 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. C'est la fin de semaine. Ouf! Enfin, pour vous. Nous, il y a encore du boulot. Non, en plus, c'est un week-end long, là. Il y a un jour férié, là, lundi. C'est un jour férié pour tout le monde. Enfin, bien sûr, il y a toujours des gens qui bossent le week-end et tout ça. On les soutient. Moi, je crois que je vais devoir bosser un peu lundi, mais je crois que c'est férié. Donc, d'ailleurs, il n'y aura pas de mug. Si c'est férié, il n'y a pas de mug. Week-end plus vacances. Ah ouais, il y a des départs en vacances. Je ne suis pas en sorcière, mais Baba Yaga n'apparaît pas comme ça. Et c'est là que... Ce serait trop bien. Ouais, c'est bien férié lundi, je me trompe pas. On m'a pas menti. Donc il n'y aura pas de mug. D'ailleurs, je vous informe pour le planning, parce que c'est important, deux choses importantes, je les répéterai en fin d'émission. Ce soir, je ne streamerai pas de jeux vidéo parce qu'il y a le Z-Event, et je vous conseille d'aller le voir, moi je vais le regarder aussi ce soir. Je voudrais pas, prendre un nombre indécent de vues, je plaisante. Donc voilà, rendez-vous ce soir sur le Z-Event. La deuxième chose, c'est que mercredi prochain, Guillaume va me remplacer. Il sera quand même là le jeudi, mais il sera aussi là le mercredi. Parce que moi, j'ai une activité familiale le mercredi, donc je ne serai pas là. Je me prends un petit jour. Voilà. C'est un scandale, absolument. Le 11 également est férié, il y a trop de jours fériés. Voilà, je fais le beau geste ce soir, tout à fait, Olek. Bzatek le pull, qu'est-ce que vous avez contre mon pull? C'est un pull chiné, on aime ou on n'aime pas? Eh ben moi j'aime, voilà. T'as dit trop de jours fériés. Eh oui, c'est un patron qui parle, un horrible patron. Bon allez, trêve de bavardage, de quoi on va parler ce matin? On regarde ça ensemble. On va bien évidemment parler du changement de nom du groupe Facebook qui devient Meta avec un nouveau logo. On enchaînera toujours sur le même sujet, je le dis pour le montage, il faudra enchaîner les deux articles. Le projet Metaverse de Mark Zuckerberg, on en parlera justement brièvement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées, il y a beaucoup de choses à détricoter de ce qui a été annoncé du groupe Meta en fait. On parlera alors là, spécial photographe, certains d'entre vous, vous pourrez faire une sieste, mais j'ai trop envie de parler du Nikon Z9. D'abord parce qu'on aime bien Nikon, on va déjà le dire, mais c'est vrai que là, ils arrivent peut-être en retard dans la course, mais ils arrivent avec du lourd, avec le Nikon Z9. Donc, j'essaierai d'aller vite sur les spécifications techniques pour pas vous noyer. Et vous expliquer ce que c'est que ce type d'appareil qui sont en fait des hybrides sportifs, qui sont le haut de gamme en fait, des appareils photo qui filment. On parlera également des résultats d'Apple. Ça y est, on a les résultats du 4e trimestre avec un iPhone qui cartonne toujours, le Mac qui passe devant l'iPad, des services explodés. Pourtant, Apple a un peu déçu à la bourse, je vous expliquerai ça. Comme chaque année, une brève. Apple Music débarque sur la console PS5 et vient concurrencer Spotify. Voilà, la news est faite, mais j'en reparlerai un tout petit peu. On parlera aussi brièvement de Raspberry qui dévoile le Pi 0 2 watts. 2 watts. Un ordinateur avec un processeur 4 cœurs pour $15. Oh, mais c'est trop cher. Et nous terminerons
Nous terminerons avec une cerise sur le croissant. Nous vous avez pronostiqué que ça allait arriver. Nous parlerons de iFixit qui a fait un test complet de la chiffonnette Apple. On fera un pseudo-unboxing de notre chiffonnette. On va parler chiffon en fin d'émission. Mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire ce chiffon ? Donc ça sera en fin d'émission. Voilà pour le programme, j'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Je vous propose de lancer tout de suite le Kawa. Le Kawa, on commence bien évidemment avec la grosse news qui est tombée hier. Twitter s'est affolé, tout l'internet s'est affolé. Facebook change de nom, mais mon Dieu, mes parents vont être perdus. Mais non, Facebook ne change pas de nom. Le réseau social Facebook ne change pas de nom. Répétez-le, ça va être notre chemin de croix aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de répéter à tous ces boomers que non, Facebook ne change pas de nom. Le réseau social, ce que vous connaissez, c'est le groupe Facebook avec un F majuscule qui change de nom. Effectivement, le groupe Facebook, c'est Instagram, c'est WhatsApp, c'était Oculus, on en reparlera. C'est plein soit de réseaux sociaux, soit d'entreprises. C'est un groupe qui avait été nommé Facebook parce qu'au moment où il a été fondé, ce groupe, c'est Facebook qui avait le vent en poupe. C'est Facebook qui a fait connaître le groupe Facebook. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le reflet de l'activité du groupe Facebook. Ça, c'est l'explication officielle du changement de nom. Alors, ce changement de nom, il devient Meta. Alors, on a eu tous les jeux de mots. Tous les jeux de mots ont été faits entre le plus classique, mets ta cagoule, mets ta capote, mets ton pantalon, mets ta ceinture, des plus sophistiqués qui ont eu lieu avec métaphore. Voilà, tous les jeux de mots ont été faits. Alors, beaucoup ont dit oui, mais en fait, c'est comme quand Google est devenu Alphabet. Alors, oui et non. D'abord, Google, quand ils sont devenus Alphabet, c'est vrai que c'était pour échapper. Ça a été aussi à une époque où ils avaient un peu le fisc américain au cul. En fait, ça a plus été une manœuvre financière, le changement de nom d'Alphabet. En gros, ils ont vraiment créé une holding. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, si on analyse un petit peu ce changement de nom, il n'arrive pas par hasard non plus. On est à un moment où Facebook a très mauvaise réputation. Entre les lanceurs d'alerte, entre les pannes qu'il y a eu, Facebook cristallise. Alors, tous les réseaux sociaux sont aujourd'hui, c'est la chasse aux sorcières. On adorait les réseaux sociaux, maintenant on adore les détester. C'est le nouveau lieu commun, les réseaux sociaux, c'est dangereux, c'est pas bien, c'est nul. Voilà, on jette tout. Attention, je suis pas en train de dire que les réseaux sociaux n'ont que des bonnes choses, mais vous me connaissez, je me méfie toujours des extrêmes d'un côté ou de l'autre. Bref, ferme la parenthèse sur les réseaux sociaux. Facebook cristallise ça. Ça vient de plusieurs choses. D'abord parce que Facebook est le premier. Et on adore détester le premier. Que ce soit Amazon, que ce soit Apple pour ses bénéfices. Voilà, le premier de la classe, c'est celui qu'on tape avec le plus de plaisir. C'est un trophée, en fait, pour les journalistes, de taper sur le premier. C'est le plus gros réseau social au monde aujourd'hui. C'est le plus gros réseau social que le monde n'ait jamais connu. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, leur business model, très opaque, basé et qui cristallise beaucoup de peurs légitimes que nous avons à notre époque sur qu'est-ce qu'ils savent de nous, est-ce qu'ils nous vendent comme un nouveau marché aux esclaves à des méchants publicitaires. Ça, c'est résumé par la phrase, ils vendent nos données, ou si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est plus compliqué que ça, mais globalement, ça cristallise ces peurs-là. Ensuite, il y a eu effectivement la politique américaine, ce qui s'est passé à la fin du mandat de Donald Trump, qui a montré de manière flagrante au monde que ces réseaux sociaux, à outrance, mal encadrés,
peuvent représenter de vrais dangers sociologiques pour nos sociétés démocratiques. Autant elles ont permis une grande ouverture sur le monde et quelque part ont rendu la vie un peu moins facile aux dictatures, quoi qu'on pourrait en discuter. En même temps, le deuxième tranchant de ça, c'est qu'elles sont un porte-voix pour des idées et des idéaux qui ont toujours existé, mais qui avant avaient un peu moins de visibilité. Je résume globalement les choses. Donc voilà, on en est là. Et le changement de nom, alors Mark Zuckerberg nous dit, mais c'est pas du tout ça. On change de nom pour refléter les nouvelles activités du groupe. Et je vais faire l'avocat de Mark Zuckerberg. Je suis l'avocat de Mark Zuckerberg. Je prends une commission de 10% sur l'ensemble de sa fortune. Merci. Pour ceux qui m'écoutent en audio, j'ai fait un bruit de billet. Il n'a pas tort. C'est vrai qu'aujourd'hui, groupe Facebook n'avait plus beaucoup de sens. Facebook n'est qu'une des activités du groupe Facebook. Et une activité qui, même si elle reste la plus importante en termes de chiffre d'affaires, est en perte de vitesse certaine. En tout cas, en perte de réputation certaine. Donc, c'est plutôt une décision logique et intelligente de la part du groupe Facebook que de dire « je vais changer de nom pour mieux refléter », ça sera plus clair. Quand vous verrez Instagram by Meta, c'est plus clair que Instagram by Facebook. Enfin, plus clair, marketingment parlant. Je pense que c'était plutôt une bonne chose de se rendre compte que Instagram était détenu par Facebook. Mais c'est un autre débat. Après, c'est le timing. Marc, je veux bien te défendre. Vas-y, rajoute-moi des billets, là. Rajoute-moi des billets, Marc. Je veux bien te défendre devant le jury qui est les personnes qui écoutent le mug ce matin, un jury impitoyable, bien sûr. Je veux bien te défendre, mais quand même, nous la fait pas à l'envers de rebaptiser le groupe en ce moment. C'est agiter les clés. Vous connaissez le truc, hein, d'agiter ses clés. Est-ce que j'ai des clés à agiter ? Merde, j'ai pas mes clés ici. Bon, je peux pas vous agiter des clés. Mais agiter des clés, c'est voilà, il y a un problème là. Chut, j'agite les clés. Et regardez par là. Regardez. Non, ne faites plus attention à ce que. Chut, regardez mes clés que j'agite. Gling, gling, gling. Voilà, c'est une manœuvre classique de détournement d'attention. Mais tu nous auras pas, Marc. Alors là, je fais le procureur. Je passe de l'avocat de Marc au procureur. Mais vous nous aurez pas, Marc, sous votre poker face impassible et plastifié. Nous savons très bien ce qu'il se trame derrière ce regard vide de Aaron. On n'attaque pas sur le physique, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est un live soundbox ce matin. Putain, j'ai pas tous les bruits de Guillaume, moi, il me faut ça. Bref, voilà, on n'est pas naïf. On sait très bien pourquoi il y a ce changement de nom en ce moment. Et ça peut marcher. Je veux vous dire, le pire, c'est que ça peut marcher quand même. Et voilà, je reviens à l'avocat de la défense. Est-ce qu'il avait vraiment le choix ? Et puis, ça s'appuie quand même sur un programme, et c'est de ça dont on va parler, c'est que Mark Zuckerberg croit dur comme fer que l'avenir de son groupe Meta, c'est les métaverses. Alors, qu'est-ce que c'est que le métaverse ? Ils ont commencé à présenter les premières briques de ce projet. Métaverse, d'abord, c'est un nom qui a été inventé il y a 30 ans dans un bouquin de science-fiction. Le principe d'un bouquin de science-fiction cyberpunk, Metaverse en anglais, le principe, c'est un mélange entre le monde réel et un monde créé virtuellement, mais occupé par des humains. C'est pas un monde complètement virtuel, puisque c'est simplement une présence dans un univers,
j'ai pas envie de dire non tangible parce qu'il deviendra peut-être tangible, mais un monde qui a été créé sur des ordinateurs occupé par des êtres humains. Presque une nouvelle frontière, en fait. Un nouvel univers, en fait. Et il pense que dans les 30 ans à venir, il dit 10-15 ans pour développer vraiment les premières briques du métavers, c'est vers ça qu'ils vont. Et le rachat d'Oculus, je sais plus, il y a quelques années par Facebook, pour plusieurs milliards, si je me trompe pas, certains signes montrent qu'ils veulent y aller. Et d'ailleurs, c'est pas les seuls. Je veux pas rendre l'article trop compliqué, mais on sait que d'autres... Et quelque part, des métavers existent déjà. J'ai déjà fait la démonstration. World of Warcraft est un proto-métavers. Fortnite est un proto-métavers. C'est des endroits qui, à la base, sont des jeux collectifs, on joue, on se connecte ensemble, mais aussi, d'une certaine façon, des réseaux sociaux, des lieux de rencontre, des lieux d'échange. Tous les joueurs de MMO vous pourront vous raconter que certains soirs, ils sont connectés, pas forcément pour jouer, mais pour rencontrer leurs potes, en fait. Mais on va en parler, un flonflon, que ça fait flipper, justement. C'est ça le truc. Mais en tout cas, Marc, ça le fait pas flipper. Et Marc a fait une démonstration. Je vais vous montrer peut-être une vidéo. Hein. Alors, pour l'instant, attention, les graphismes sont assez primitifs. On est aux premières briques de ce que Mark Zuckerberg veut faire en métavers. Les premières briques qui seraient un peu comme dans Second Life, un peu comme dans les Sims, la création d'un second chez vous. Ça commencerait probablement par la construction de votre habitation de rêve. Vous qui habitez dans un 9 mètres carrés à Paris, vous pourrez vous construire une villa. Vu que c'est un univers virtuel sans les limitations physiques, vous pourrez vous construire une merveilleuse villa avec vue sur la baie. Vous créez un avatar. Alors, on va reparler de ça. Que Mark Zuckerberg ait choisi dans la présentation de créer un avatar à son image qui quelque part est presque plus humain que... Enfin bref, il y a des choses à dire, il y a plein de choses à dire. Donc là, vous voyez, c'est un groupe d'amis qui se retrouvent dans le métavers. Ils sont géographiquement et physiquement éloignés et ils se retrouvent pour faire une partie de poker ensemble, avec quelque chose quand même de différent de si on jouait au poker par écran interposé. Il y a une certaine présence. Alors, elle est aujourd'hui pas tangible, vous pourrez pas sentir l'odeur de pied de votre meilleur ami ou mettre la main dans le même bol de chips, etc. Mais encore ça, c'est des limitations technologiques. Peut-être que dans le futur, l'odeur, le toucher seront aussi transmissibles dans ce métavers. L'avantage d'un métavers qui ne repose plus sur les lois physiques du monde qui nous entoure, c'est bien évidemment le potentiel d'ubiquité, de création, d'être partout où on veut, de se téléporter, de ne plus avoir les contraintes physiques du monde géographique et réel dans lequel on vit. Alors, je sais, hein, déjà, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train de se crisper en disant « mais ça n'a pas l'air bien du tout ». Depuis les débuts de l'humanité, on cherche à échapper à notre monde physique. Donc là, je me fais l'avocat du métavers, que ça soit par des champignons hallucinogènes, que ça soit par des romans, que ça soit par de la musique, que ça soit par des rêveries, que ça soit par des songes, que ça soit par de la science-fiction, que ça soit par de tout. Une partie d'être un être humain, c'est une recherche peut-être vaine, mais néanmoins incessante, d'échapper à notre enveloppe physique. Et ça se termine d'ailleurs, on réussit. Le endgame, c'est que vous réussissez à échapper à votre enveloppe physique. Pour positiver le endgame. Donc c'est... Après, on va parler des crispations que ça engendre, les peurs qu'on a, qui sont légitimes, mais dont il faut parler, parce que certaines sont irrationnelles aussi.
Alors, le but de ce métavers, c'est pas uniquement de jouer au poker. Bien évidemment, le métavers, c'est aussi un lieu où on peut se retrouver pour se réunir. Et là, vous direz, ah non, mais nous, on préfère les réunions physiques sur la vieille table de l'entreprise en formica avec la moquette au mur et la machine à café qui n'a jamais été nettoyée et qui pue la vieille chaussette. Hein, c'est une expérience inoubliable dans la vie de l'entreprise. Bah oui et non, parce qu'aujourd'hui, on l'a vraiment vécu de plein pied avec les confinements. On fait de plus en plus de réunions où une partie des gens sont en présentiel, mais l'autre partie va être à travers des petites fenêtres Zoom, et que finalement, si on arrivait à se réunir autour de la table d'une manière un petit peu plus naturelle, même si c'est dans un univers calculé par l'ordinateur, on le sait, ce qui manque aujourd'hui dans nos communications par ordinateur interposé, c'est qu'il y a tout un métalangage, c'est sans jeu de mots, le métalangage qui ne passe pas. Et ça crée d'ailleurs beaucoup de problèmes dans le travail à distance. C'est que le langage écrit est plein d'ambiguïté. De parler à travers une caméra, on décèle mal les micro-mouvements, les attitudes du corps, qui sont aussi un langage en soi. Moins perceptible, moins intellectuel, mais hautement important dans la communication humaine. Et si on a des avatars suffisamment convaincants pour reproduire des gestes, pour pouvoir présenter des choses, pour pouvoir faire des mouvements aussi, ça sera des choses intéressantes. Il est fort probable que le mug, dans 15 ans, ça sera un Jérôme beaucoup plus jeune, flottant en l'air dans votre salon. Et on sera peut-être dans une salle de concert au Stade de France et on regroupera vous êtes combien ? 626 personnes. Alors, peut-être pas dans le Stade de France, ça va flotter. Mais on se regroupera à 626 dans le métavers pour faire le mug ensemble. Alors, interdit de venir en tenue sortir du lit. Hein. On veut pas savoir. Hein. Les micro-mouvements sur un avatar, j'y crois pas trop. Bah, allez voir chez Oculus, il y a beaucoup de démos. Ils ont montré ce qu'ils arrivaient à faire en scan 3D de corps. C'est assez impressionnant. Là, ce que vous voyez dans cette démo que je passe en boucle, on va dire on est dans du proto-métavers. C'est très Disney-like. C'est pas forcément le résultat final. Hein. Alors bien sûr, nous on est pour la plupart des gamers, donc on pense au potentiel gaming de ça, et qu'on n'a pas vraiment envie de jouer dans des graphismes aussi Disney-like. Tous les graphismes seront possibles. En fait, c'est là où il faut ouvrir son esprit à ce que peut être un métavers. Il peut être ce que vous voulez qu'il soit. Peut-être que c'est moi qui viendrai vous servir le café. Bon, c'est un café que vous ne pourrez pas vraiment boire, mais... donc, dans la présentation hier, Mark Zuckerberg et le groupe Meta ont présenté, je ne veux pas faire une liste exhaustive, mais plein de choses qui vont porter ce projet de métavers, que ça soit des nouveaux... D'ailleurs, la marque Oculus disparaît, elle devient Meta. Donc, une nouvelle visière, la Quest 2, est déjà disponible. Ils sont en train de travailler sur une nouvelle. Il y a encore une nouvelle derrière. Donc, bien évidemment que le but, c'est pas qu'on ait des visières lourdes sur les yeux. C'est là où ne raisonnez pas forcément avec ce qui existe aujourd'hui, qui sont encore des visières encombrantes, lourdes, qui empêchent de voir. Alors, on voit d'ailleurs que dans les nouvelles visières, le gros truc, c'est d'avoir une caméra embarquée pour pouvoir mélanger le monde environnant avec votre monde créé, en fait. Donc, tout ça est en train de changer. Et bien sûr que le but, c'est d'arriver un jour à quelque chose d'aussi léger que ça, sans fil, et qui permettra aussi facilement que de chausser des lunettes, d'être dans le métavers, en fait. Ça va coûter une blinde. Mais justement, il y a les briques, on va dire, économiques du métavers qui, quelque part, sont déjà en train de se mettre en place avec les NFT, les crypto-monnaies. Donc,
même si vous allez plus loin, que vous commencez à réfléchir philosophiquement à tout ça, il y a des notions qui risquent d'exploser au niveau économique. Qu'est-ce que l'activité dans le métavers? Un travail que je fais dans le métavers, par exemple, construire de magnifiques... Parce que le truc, c'est que c'est bien beau de dire tout le monde va construire sa maison. Mais très peu de gens ont des goûts architecturaux qui tiennent la route, quoi. Ils vont juste nous construire des trucs absolument ignobles. Le paysage va être ignoble si on laisse les gens construire leur maison. Donc, peut-être qu'on se payera les services d'architectes qui nous construiront des villas de rêve. Parce que si on construit la villa qu'on croit être notre villa de rêve, on va terminer avec des maisons en pain d'épices, quoi. Donc voilà, peut-être qu'on travaillera même à construire des choses dans le métavers. Et du coup, est-ce qu'on demandera à être payé pour se nourrir physiquement? Ou est-ce que... Enfin voilà, vous voyez, les possibilités de réflexion sur ce que pourrait être un métavers, c'est assez infini. Eh, t'as pas vu mes maisons dans les cimes, hein? Il y en a que j'ai vexé, hein. Il y en a que j'ai vexé. Karina, je l'ai vexé. Tu veux dire que des gens vont être payés à jouer des jeux vidéo? Non, mais non, ça peut pas arriver, Flonflon. Ça peut pas arriver. Comme si des gens gagnaient de l'argent en faisant des commentaires sur la Starac. Je veux dire, là, le monde marche sur sa tête. Qui va fixer les règles? Et voilà. Le truc, c'est que Marc, t'es bien gentil. Mais là, j'ai présenté, on va dire, les aspects positifs d'un métavers. Et encore une fois, hein, je veux surtout pas être le vieux grincheux qui dit ah, mais tout ça, c'est du virtuel. Moi, je préfère sentir des bonnes mottes de terre dans mes mains. C'est ça, la réalité. À mon époque, avec 2 bouts de bois, on s'amusait toute la journée. Non. Non, moi je suis issu d'une génération, une partie de ma vie est complètement dans des univers virtuels et j'adore ça. J'adorais avoir une vie dans World of Warcraft, avoir des amis dans World of Warcraft que j'ai rencontrés après. En fait, moi je suis probablement de la première génération où cette frontière virtuelle réelle a tendance à se mélanger. Aujourd'hui, moi acheter un produit sur Internet ou en physique, en dehors des pensées économiques, sociétales de ça, mais je fais plus trop attention à ça. Mes parents me reprochaient, enfant, de trop vivre dans ma tête, d'avoir trop d'imagination, d'être trop dans des univers. Moi, quelque part, les jeux de rôle étaient une forme de métavers aussi. Et ce besoin d'évasion dans des univers parallèles, même si ça date depuis l'aube de l'humanité, ça s'est renforcé beaucoup avec les années 80 et les technologies des années 80. Et pourquoi pas, après, les implications psychologiques, on le sait, mais là encore, faisons pas les vieux réacs. Vous avez des adolescents qui se sont suicidés à cause d'un roman, à cause d'une musique, à cause d'un poème, à cause d'une peinture. Je veux dire, les excès ou les maladies psychiques peuvent être amplifiées par ce type de technologie. Je ne sais pas si elles peuvent être créées par ce type de technologie. Donc quelqu'un qui va avoir des problèmes psychologiques va probablement se réfugier dans ces mondes parallèles pour ne plus subir les difficultés du monde physique. C'est une forme d'échappatoire. Je ne suis pas certain que notre futur, on va être des gros blobs noyés sous notre graisse avec des tubes qui nous alimentent et des lunettes sur les yeux. Non, parce qu'il y a des plaisirs dans le monde physique. On peut en parler 2 secondes sur la sexualité. Moi, je garde mes chakras ouverts. Je suis pas sûr que ça remplacera une sexualité physique. Comme on avait dans... Merde, c'est quoi le film avec Stallone, Les 3 coquillages? Aidez-moi.
Demolition Man. Voilà. Regardez-le, vieux film des années 80 ou 90, je sais plus, Demolition Man, où Stallone se retrouve dans le futur, un futur relativement proche, où par exemple la sexualité physique a été complètement remplacée par une sexualité, on va dire, psychique, simulée. Je sais pas, on va découvrir de nouveaux plaisirs. Est-ce qu'ils seront forcément incompatibles avec une sexualité physique? J'en suis pas persuadé. En fait, il faut se méfier quand on pense à ça. Il faut pas être jusqu'au boutiste. C'est pas parce qu'on invente des nouvelles façons de vivre que ça va forcément complètement remplacer l'ancienne. Et ça, on pourrait faire toute l'histoire des technologies. L'invention du téléphone nous a rapprochés, mais ça ne nous empêche pas d'aller voir nos parents. Enfin, il y en a quelques-uns là. Il faut aller voir un peu plus vos parents. Je me pointe aussi du doigt. Voilà, donc on a un peu de tendance, et Flonflon, je me tourne vers toi qui avait des peurs. Après, c'est un travers humain qu'on a. On nous expose une idée et on va un peu noircir le tableau. Je suis pas persuadé qu'on passera notre journée dans ces univers parallèles. Karina, qui est dans la chatroom, c'est pas parce qu'elle passe une journée sur Animal Crossing qu'elle va pas faire un dîner avec des amis et se balader à la campagne, quoi. Mm. Elle va me détester, Karina. J'ai encore pris Karina comme exemple d'Animal Crossing. Non, mais moi, c'est pareil. L'autre jour, j'ai fait 10 heures sur Mankind. Au bout d'un moment, j'ai repris une autre activité. Depuis que je joue à Valheim, je sors en slip avec mon bouclier dans les rues et les gens me regardent chelou. Oui, là, je dis pas que ça engendrera pas des problèmes. Et je dis même pas que ça va pas amplifier certains problèmes psychiques. Et il y aura probablement besoin de limitations et de législation autour de ça pour empêcher certains excès, pardon. Et on parlait de la sexualité tout à l'heure, j'ai parlé des aspects positifs d'une sexualité métaverse. Il y a des gros dangers aussi, parce que notamment dans la découverte de soi et de sa sexualité, des personnes qui à un moment difficile dans la découverte de son corps, l'acceptation de son corps, si les substituts permettent d'avoir une sexualité quand même en parallèle où on ne s'engage jamais avec son corps vraiment, certains vont se réfugier là-dedans et perdre complètement pied. Bien sûr qu'il va falloir de la modération. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que comme d'autres technologies, ça ne serait pas l'industrie du porno qui décidera? Oh bah l'industrie du porno, elle y est déjà dans les métavers. Hein. Je pourrais pas faire l'historique, mais je pense que une des premières applications VR, même primitives, avec des losanges gros comme ma tête, ça devait être porno. Hein. Il y a déjà du porno dans le métavers. Hein. Donc, rien que là, on en parle juste ce qu'il faut, la modération. Alors, ce qui arrive en vrai à la modération, ça va pas être simple. Moi, j'aimerais terminer quand même sur une chose. Il y a quelque chose de triste dans cette histoire. Et le côté triste, c'est pas, encore une fois, hein, c'est pas le vieux con qui dit ah, on va perdre les plaisirs physiques, de toucher un tronc d'arbre, d'avoir les odeurs de résine. Non, 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 ça, c'est pas mon discours. Le côté c'était mieux avant et tout, c'est pas trop ma came. Il y a quelque chose de triste dans ce que fait Mark Zuckerberg par rapport à lui-même. Je pense fondamentalement, je me trompe peut-être parce que j'ai jamais fait de barbecue avec lui,
Le barbecue est un grand révélateur de la personnalité des gens. Les gens qui piquent des saucisses aux autres, des merguez. En fait, encore plus que in vino veritas, j'ai envie de dire in barbecue veritas. Si vous voulez apprendre à connaître les gens autour de vous, organisez un barbecue. Ça révèle, je pense qu'il y a ce côté primitif du feu et de la nourriture, ça révèle la vraie nature des hommes. Mon Dieu. Je pars loin aujourd'hui. Non, il y a quelque chose de triste, personnellement, pour Marc. Je pense que fondamentalement, ce mec est un Pierrot lunaire qui a toujours eu beaucoup de mal à s'adapter et qui a été très mal accepté. C'est quelqu'un dont on a dû beaucoup se moquer. C'est un mec hyper intelligent, ça, j'ai pas de doute sur l'intelligence, on va dire, scolaire scientifique de Mark Zuckerberg. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment réussi à trouver sa place, je pense. J'espère pour lui qu'il est épanoui par certains aspects. Moi, je ne vois que l'image publique de Mark Zuckerberg et il ne reflète pas dans son image publique l'image de quelqu'un qui est heureux. C'est comme ça que je le ressens. Et je pense que fondamentalement, quand il a créé Facebook, ça partait pas d'une mauvaise intention. Je dis pas que ça partait forcément de bonnes intentions, mais ça partait pas de mauvaises intentions. Et il est là, aujourd'hui, en 2021, à se retrouver à la tête d'un groupe ultra riche, son groupe lui aussi, détesté et avec une crise de confiance. Enfin, aujourd'hui, on est bien loin de l'époque où Facebook était cool. Facebook est tout sauf cool. Même, je re-regardais The Social Network, le film, inspiré de la vie de Mark Zuckerberg. Le film a mal vieilli parce qu'on est déjà dans une autre phase de Facebook aujourd'hui. Et quelque part, il se dit « Ah, je veux tout remettre à zéro parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais créer un autre univers où tout va mieux se passer. » Un univers complètement différent. On remet tout à zéro. Je change le nom du groupe. On crée un nouvel univers. Et il arrive dans ce nouvel univers. Là, je suis dans la symbolique des choses. Il arrive dans ce nouvel univers. Et le premier truc qu'il fait, c'est de créer un avatar à son image. J'ai trouvé que cet extrait, je vous le remontre, j'analyse, je suranalyse peut-être le truc. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de fondamental, surtout sans sa voix, sans la musique. C'est pour ça que je vous le passe en muet. C'est surtout que je peux pas vous passer le son, mais on va dire que j'ai fait exprès. On voit Marc tout seul dans sa grande maison imaginaire, avec des paysages, tout ce qu'on pourrait rêver d'une maison, mais comme tout le monde peut le créer, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Et un des premiers trucs qu'il fait, alors il contacte ses amis, c'est cool. Et il crée son avatar. Ah merde, ça c'est une autre vidéo, c'est pas celle-là que je voulais vous montrer, c'était celle-là. Voilà, revoir. Il est tout seul dans sa grande maison vide. Il n'y a personne. Et l'avatar qu'il crée, c'est lui. C'est vraiment lui. J'ai rarement vu un avatar qui ressemblait tellement à quelqu'un. Alors je sais, on a tous ce réflexe-là quand on est sur un jeu vidéo. Alors, moi non. Je sais que j'ai toujours créé des avatars différents de moi. Je pense qu'il y aurait une étude à faire sur quel type d'avatar vous créez dans les jeux. Est-ce que vous créez un avatar à votre image ou est-ce que vous créez un avatar différent? Moi, je sais que j'ai quasiment toujours créé des avatars différents de mon apparence physique. Mais ça serait intéressant. Moi, par exemple, je joue la plupart du temps soit des avatars non genrés, soit des avatars féminins, ouais. J'ai toujours aimé incarner dans un jeu un autre physique que le mien, en fait. Non, mais
je comprends après la démo technique de Mark Zuckerberg, il voulait montrer qu'on pouvait faire un avatar à son image, et notamment dans le boulot. Voilà, si c'était créé comme un personnage, voilà, comme le robot qui est un personnage complètement imaginaire, ça aurait pas été une bonne démo. Donc je comprends, mais j'analyse les images, on va dire, sur un plan presque philosophique. Il y a quelque chose de triste dans cette recherche, dans cette vision du futur de Mark Zuckerberg, d'un point de vue individuel pour lui. Bah, c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles on crée des avatars féminins quand on est un garçon ou avatar masculin, on a dit, c'est aussi parce que peut-être que, quitte à regarder un personnage pendant plein d'heures par jour, on a envie de peut-être de regarder autre chose que soi-même, en fait. Moi, j'ai fait du théâtre quand j'étais gamin. J'ai toujours aimé incarner des personnages, hein. Donc, il est fort probable que dans le métavers, je n'aurais pas cette apparence-là. Si c'est pas lui, ça sera un autre. Ouais, de toute façon, on va avoir des débats pendant les 15 ans à venir, hein, les gars, hein, là-dessus. On est aux prémices de tout ça. Il faut que je clôture le sujet parce que je crois qu'on a passé genre une demi-heure, voire plus, sur ce sujet-là, mais je pense que c'est intéressant. Allez, justement, on continue parce qu'on a encore de gros articles. Je pense que on va battre tous les records avec ce mug. C'est bien parti pour. On passe complètement à un autre sujet. Et là, certains d'entre vous risquent de s'endormir, mais c'est pas grave, je fais l'article quand même. On va parler du Nikon Z9. Je vais peut-être vous montrer des photos avant qu'on... Parce que Nikon a été gentil, ils m'ont envoyé le... Ils m'ont pas envoyé le Z9, mais ils m'ont envoyé effectivement des photos. Ah, merde, ça plante. Pourquoi ça plante? What? Qu'est-ce qui se passe? Une seconde, je suis à vous. Une seconde, je suis à vous. Non, c'est bon. Voilà, ils m'ont envoyé des photos. Alors, ce Z9 est ce qu'on appelle un hybride sportif, pour le sport. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, pour ceux qui ne font pas de la photo professionnellement, la photo de sport est l'exercice photographique le plus difficile. Pourquoi? On doit filmer ou prendre en photo des sujets en mouvement, à grande distance, avec un éclairage naturel qui n'est pas toujours bon. C'est-à-dire une lumière non maîtrisée, dans un environnement qui change tout le temps, avec des sujets qui bougent très vite, au loin. Donc, les caméras pour prendre des photos ou des vidéos de sport, caméras, appareils photo, sont généralement le top du top. C'est des gros appareils très lourds que vous emmèneriez certainement pas en vacances, sinon vous êtes maso, et qui sont vraiment dédiés à la photo et à la vidéo sportive. Alors, tu as raison, sorcier, la photo de concert, c'est encore plus dur que la photo sportive, parce qu'en plus, il n'y a pas de lumière. Enfin, si, il y a des flashs de lumière. Non, non, c'est clair que la photo de concert fait partie, avec certaines photos animalières, des photos les plus compliquées à faire. Technologiquement, on va dire. Mais d'ailleurs, les photographes de concert ont souvent des appareils de sport, puisque c'est le top du top en termes d'ISO, de rapidité, etc. Donc je vous montre, ça c'est des photos effectivement qui viennent du Z9. Les amateurs qui savent reconnaître les spécificités techniques d'une photo, ce type de photo par exemple, où on va avoir du mouvement derrière, mais le sujet qui reste net, c'est une démonstration de force en termes d'autofocus et de rafale. Voilà, ce type d'image aussi, où on a un mouvement
sur un cadrage extrêmement précis, cadre dans l'image, etc. C'est des images très intéressantes et assez difficiles à faire. Je vais vous montrer aussi rapidement la petite vidéo. Voilà, les petites vidéos de présentation du Z9. Et après, on va parler des spécifications techniques et pourquoi Nikon la frappe un grand coup. Ils arrivent les derniers à la table. Canon a déjà sorti son hybride sportif. Sony a déjà sorti son hybride sportif. Donc Nikon, c'est un peu le dernier, on va dire, du trio à sortir le sien. Mais il frappe assez fort. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, parlons tout de suite du prix. C'est pas des appareils photo pour vous. C'est des appareils photo pour des professionnels qui font de l'argent avec la photo. C'est des boîtiers. Alors, le prix est plutôt intéressant du Z9. Je crois, je vais vous le dire tout de suite, mais je crois qu'on est en dessous des 7000 €. Oui, bien sûr, c'est du plein format. Oui, oui. Attention, c'est vraiment pas un appareil pour vous. Vous l'avez vu, c'est un appareil photo énorme avec des batteries gigantesques. C'est absolument pas. Non, c'est monture Z, bien sûr, c'est un hybride. C'est pas du tout un appareil photo pour vous, à moins que vous soyez photographe sportif, quoi, ou animalier, ou reporter, etc. Et ils ont mis beaucoup, enfin vraiment ce type d'appareil, il faut que vous compreniez pour ceux qui ne suivent pas le marché de la photo, ce type d'appareil, c'est toujours la démonstration technologique de quoi est capable une marque. Voilà, donc on voit là déjà un certain nombre de spécifications dont on va parler. Mais on a des images assez magnifiques. Après, bien évidemment, c'est les images publicitaires du lancement de la caméra. C'est pas évident que si on met ça dans les mains de Jérôme, il arrive à faire des images comme ça. Parce que, comme d'habitude, en photo, en vidéo, le choix de sujet, la lumière, le cadrage, la composition font bien plus l'image que les qualités technologiques d'un appareil photo. N'oubliez jamais ça. C'est un flagship, ouais. C'est clairement un flagship. Mais bon, là, je pense que certains d'entre vous sont assez excités, effectivement, par cet appareil, parce qu'on sait aussi que les technologies qu'on va trouver dans ce type d'appareil vont arriver sur des appareils qui vont être plus dans les 2000 € le boîtier, probablement dans 1 ou 2 ans. Donc, c'est toujours intéressant d'étudier ces flagships. Oui, il y a même un nouvel adaptateur pour la monture F sur Niot. Plus compact. Plus compact. Bon, on va parler un petit peu des spécifications techniques rapidement. Je vais endormir personne. Donc, c'est un hybride sportif. C'est des appareils phares qui sont renouvelés tous les 4-5 ans. Et même s'ils visent un public très très niche, quand je vous dis, c'est pas pour vous. Ils attirent beaucoup l'attention parce qu'ils représentent la vitrine technologique des marques. Et là, Nikon frappe un grand coup. Sony, début 2021, avait frappé très fort avec l'Alpha One, qui est un hybride plein format de 50 mégapixels, qui faisait de la 8K en vidéo, des rafales à 30 images secondes. Canon a enchaîné avec son R3, qui autorise quant à lui pilotage de l'autofocus par l'œil. Voilà maintenant que Nikon arrive sur le segment avec le Z9 et n'entend pas faire de la figuration. Ils ont le sens de la formule chez les numériques qui nous ont fait cet article. On a un appareil complètement blindé, c'est du magnésium, complètement étanche dans tous les sens, qui résiste à la poussière, la pluie, la terre, le gel. C'est un appareil que vous pouvez amener au pôle Nord. Il n'y a pas plus tough si vous mettez des objectifs qui sont aussi tropicalisés. Il n'y a pas plus résistant que ce type d'appareil. Donc c'est lourd, c'est massif, mais c'est des tanks. C'est le genre d'appareil qu'adore Oleg. Ah oui, non, c'est absolument pas pour débutants. De toute façon, quand je vais parler du prix, il y en a 2-3 qui vont tomber dans les pommes. Surprise quand même technologique importante, ce Z9 n'aura pas d'obturateur mécanique. Et ça vous dit rien pour la plupart d'entre vous, mais c'est un énorme bouleversement. D'ailleurs, certains le critiquent beaucoup sur cette absence d'obturateur mécanique. On a toujours eu des obturateurs mécaniques, surtout sur ce type d'appareil. Nikon a joué la carte du full numérique. Même l'obturateur
et maintenant un obturateur électronique intégré au capteur. Le capteur, c'est du CMOS empilé. Alors attention, c'est pas du global shutter. Là, je m'adresse aux pros de la vidéo. Donc, ils nous disent qu'il y aura pas trop de rolling shutter parce que justement c'est un capteur empilé mais ultra rapide. Je vais pas plus loin parce que les spécialistes vont aller lire les articles, etc. Il est bien sûr stabilisé, il est à 45,7 mégapixels. Alors je sais, on vous a dit dans une vidéo précédente que les mégapixels n'étaient pas importants. Oui et non. C'est important sur un appareil sportif, ça il faut le comprendre. Pourquoi ? Parce que sur un appareil sportif, on va souvent recadrer l'image. Hein, je vais péter mon set. Sur un appareil sportif, parfois le footballeur que vous voulez prendre en photo, il est très loin malgré votre zoom. Donc vous allez vouloir recadrer sur l'image pour avoir un détail précis. Hein, voilà, pour pouvoir publier la photo. Donc là, le nombre de mégapixels en termes de recadrage, c'est quelque chose d'important. J'ai complètement pété mon image. J'essaie de la remettre. Bloup, bloup. Oui, c'est le bruit que font les images quand on les resize. Bloup, bloup. C'est un terme technique. Je bloupe mon image. J'y suis presque. Donc voilà, le nombre de mégapixels. Ah, il y a un problème d'oreillette. Alors, attendez. Oula, c'est dur à suivre. Yep. Excusez-moi. S'il y a quelque chose dans l'oreillette, c'est qu'il y a quelque chose de gras. D'accord. Ok. Ok. Oui. Non, pas de stress. Bref, ça, c'est quand même important, les mégapixels sur ce type d'appareil. Il va de 32 à 102 400 ISO. Donc, c'est énorme en sensibilité. Alors, le fait d'avoir choisi un obturateur électronique, même si ça crée la polémique, ça va permettre d'allonger la durabilité, la longévité de cet appareil, parce que justement, on a moins de pièces mécaniques qui pourraient tomber en panne, même si dans l'absolu, une pièce mécanique, ça se répare. Mais en tout cas, c'est ce que nous dit Nikon. L'obturateur électronique permet aussi de faire des temps de pause extrêmement rapides. Ça, c'est important dans la photo sportive. On peut faire du 1/32 millième de seconde. Donc, une pause extrêmement rapide. Donc, la peur des déformations dues au rolling shutter sera minimisée. Peut-être pas forcément en vidéo, mais bon, ça, les spécialistes me comprendront. Donc Nikon annonce que son hybride grimpera en rafale si vous avez JPEG plus RAW 20 images secondes, mais là où ça devient impressionnant, c'est que si vous baissez un petit peu les mégapixels, enfin si on les baisse à 11 mégapixels, on peut monter jusqu'à 120 images secondes en rafale. Vous dites c'est stupide. Non, c'est pas stupide. En photo sportive, pour ne pas rater une action, la plus belle image d'un penalty ou un mouvement sportif important, on va faire des rafales longues et sélectionner une des photos. Et une seconde, c'est énorme dans un mouvement sportif, et de pouvoir faire 120 images, même si elles auront moins de mégapixels au final, même si c'est pas du RAW, c'est hyper important pour la photo sportive. Non, le rolling shutter, ça se corrige pas. Alors en photo, non. Non, le rolling shutter, c'est vraiment un truc hyper chiant à corriger. Hein. Et en vidéo, ça se corrige pas du tout. On a un nouveau processeur XSpeed 7 que Nikon annonce 10 fois plus rapide que le prédécesseur. Les capacités autofocus sont améliorées, 493 collimateurs, 90% de la surface du capteur. Il y aura une reconnaissance
par l'outil d'autofocus de humains, animaux, véhicules, voitures, motos, avions, trains, vélos sont reconnus et traqués comme des objets par le Z9. Pour les humains, l'appareil reconnaît les visages, les yeux, la tête et le torse. Donc vous pourrez dire, juste pour que vous compreniez, à votre appareil photo que vous voulez que l'autofocus se fasse sur le torse d'un footballeur en train de courir à toute vitesse parce que vous devez faire une photo du maillot, vous voyez, ce genre de choses. Pour les oiseaux, par contre, ça ne détectera que les yeux, la tête et les torses. Vous n'aurez pas les visages des oiseaux. Enfin bref, voilà, des modes d'autofocus extrêmement sophistiqués. On aura le suivi 3D. Nikon a revu le fonctionnement de son suivi 3D. Et ça permet un contrôle toujours plus précis de l'autofocus. Souvent, je vous dis, l'autofocus ne sert à rien. C'est pas vrai pour la photo sportive. C'est essentiel, l'autofocus. Vous n'avez pas le temps de faire des réglages manuels sur de la photo de sport. Pour moi, les gens qui disent une vraie photo ne doit être prise qu'en manuel. Non, la photo sportive a toujours, et c'est toujours beaucoup reposé sur les capacités automatiques d'un appareil, notamment l'autofocus. On faisait de la photo sportive avant que l'autofocus existe, mais c'est l'autofocus qui a révolutionné la photo sportive. En vidéo, on a de la 8K. Ultra HD à 30 images secondes, sans recadrage, pas de crop sur le capteur. Ça, les spécialistes apprécieront. On a de la 4K UHD jusqu'à 120 images secondes, toujours sans crop. Il est possible d'opter un recadrage en live 2,3 fois, pour être plus proche de son sujet. La compression vidéo peut se faire dans le boîtier, en Apple ProRes 422 10 bits. Là aussi, il n'y a que les spécialistes de la vidéo qui sont dans le boîtier. Il n'y a pas besoin dans le boîtier. Et, cerise sur le gâteau, tout ça se fait sans limite de temps. Il n'y a pas 30 minutes ou quoi que ce soit. En théorie, le Z9, ça dépend des cartes que vous mettez dedans, mais le Z9 peut tenir au moins 125 minutes en enregistrement continu en 8K. Alors, ça dépend encore une fois de vos cartes. Mais ça, c'est assez énorme. C'est assez énorme. Bon, il y a encore plein de choses à dire sur cet appareil, mais ça serait trop long. Il sera lancé en décembre au prix de 6 000 €. Voilà, le boîtier nu à 6 000 €. Quand je vous disais que c'est pas un appareil photo pour vous, nous, je sais, en tout cas, on fera pas un test de cet appareil parce que très peu de gens sont vraiment intéressés par cet appareil. Je sais pas, j'aimerais bien l'avoir en main. Je sais que c'est un appareil que nous, on pourrait pas utiliser vraiment en prod parce qu'il est très encombrant, il est très lourd. Même s'il il a des capacités vidéo incroyables, il est plus taillé pour du tournage publicitaire de studio. Alors, j'ai eu les gens de chez Nikon hier. Moi, je leur ai demandé une question essentielle pour moi parce que c'est quelque chose qui avait fait que on n'a pas vraiment basculé sur le Nikon parce que les Nikon Z6 avaient un problème pour nous, c'est au niveau de l'enregistrement du son sur les appareils, que nous, on ne trouvait pas à la hauteur des qualités optiques de l'appareil. Et bien, d'après les gens de chez Nikon, c'est 2 fois mieux. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, j'aimerais bien le tester. J'ai toujours beaucoup aimé la qualité d'image Nikon, les couleurs, les objectifs Nikon. Donc oui, cet appareil m'excite. Le tester, je sais pas. Les technologies, moi, m'intéressent parce que j'aimerais bien que Nikon les mette dans des boîtiers plus petits ou dans des boîtiers plus vidéo. Si Nikon pouvait mettre ça dans une caméra avec 2 entrées son, dans une boîte qui fasse plus caméra, et ça, c'est une étude intéressante. Nikon est la seule des 3 marques qui ne propose pas des objets vraiment faits pour la vidéo en termes de design. Ils n'ont pas de caméra d'épaule, alors que Sony en a, Canon en a. Nikon n'ont pas encore du tout sur le marché de vraies caméras. Alors, j'aime pas dire le mot vrai parce que ça veut pas dire qu'un appareil photo qui filme n'est pas une vraie caméra, loin de là, mais vous voyez ce que je veux dire, une caméra qu'on puisse mettre à l'épaule avec des entrées son et tout.
Ils ont jamais été bons pour la vidéo. Écoute, là, de ce que j'ai lu, en tout cas de la fiche de spec, et c'est pas vrai. L'image qu'ont fait les Nikon, et on avait montré ça avec les Z6, était une magnifique image vidéo. Le seul problème, c'est qu'elle avait un peu du mal à s'intégrer dans notre workflow pour un certain nombre de raisons, en fait. Oui, oui, bah Sony, ils ont des caméras professionnelles pour la télé et tout ça, quoi. Euh, Le truc, c'est pas... Oui, Nikon pourrait nous en prêter un pour test. Nous, le truc, c'est plutôt de faire une vidéo sur la chaîne. Vous seriez très peu à être intéressé par ce produit. C'est une vidéo qui ferait très peu de vues. C'est pas le problème de s'en faire prêter un, hein. Je pense que Nikon nous en prêterait un sans problème. Mais je vous le dis tout de suite. D'abord, on a tellement de... Peut-être à un moment plus creux. Mais en ce moment, non. En plus, ça serait un test extrêmement compliqué à faire. Très, très long à filmer. Pour montrer vraiment les performances de cet appareil, il faudrait qu'on aille filmer du sport, qu'on aille faire des photos de sport, etc. Je vous conseille plutôt, si cet appareil vous intéresse, d'aller voir vraiment des chaînes de photographes sportifs ou animaliers qui vont s'intéresser à cet appareil. Oui, j'ai pas cité Panasonic, mais bien sûr, il y a Panasonic. Est-ce que SOS Ciné va l'avoir en location? Il faudra demander à Albert. Je sais juste que Albert m'a dit c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait en vidéo. Dixit Albert, hein. Moi, je ne défends pas ses propos, notamment avec le ProRes. Enfin, ils ont fait des trucs en vidéo. Albert a l'air assez hypé. Voilà. Non, mais par contre, demandez à Albert de faire une vidéo sur le Z9. Demandez-lui. J'interviendrai peut-être dans sa vidéo. Voilà, on va faire comme ça. On va faire plutôt une vidéo chez SOS Ciné. Le prix est brutal. Ben, c'est un autre, pas du tout. Le Sony A1, il est à 7230 euros. Le R3, je ne sais pas à combien il est chez Canon. Donc non, par rapport à ces concurrents sur cette gamme d'appareils photo, 6 000 euros, c'est plutôt un très bon prix, hein. C'est plutôt un très bon prix. Une prise en main sur Twitch, ça serait un peu... franchement, pour montrer les capacités d'un Z9, je sais pas. Non, non, c'est pas le plus cher. C'est là où, attention à votre biais, c'est pas un appareil pour vous, à moins que vous soyez un photographe professionnel qui ait des besoins de photos sportives, parce que tous les photographes professionnels n'ont pas besoin de ce type d'appareil, hein, avec ces performances-là. Mais quelqu'un qui fait du sport, qui fait du reportage, art reportage, qui fait de l'animalier, c'est des appareils pour eux. C'est un outil de travail. Mais c'est niche, c'est vraiment une niche, hein. Franchement, prendre ça pour faire de la vidéo, pour faire de la photo de vacances, vous avez le droit, hein. Vous avez le droit. Mais j'avoue, quand je me moque très gentiment des papy zoom, pour moi c'est ça, un papy zoom, c'est quelqu'un qui amène ce type de boîtier en vacances avec des ultra longues focales et on le voit souffrir à la peine avec ses kilos sur son dos pour faire des photos qui sont pas... Bon, après, il y a des très bons papy zoom en photo, hein, il y a des très bonnes photos. Mais voilà, pour moi c'est ça un papy zoom. C'est quelqu'un qui est plus excité par son matériel et par le côté gros du matériel et impressionnant. Hein, j'ai un gros truc. Plutôt que par les photos qu'il va faire ou l'adaptabilité du boîtier par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et les vacances, faut voyager léger. Ça vous empêche pas d'amener un appareil photo dédié. Mais moi, je fais beaucoup de mes photos de vacances avec un smartphone. J'ai souvent un appareil photo dédié avec moi, mais que j'amène pas tout le temps, tous les jours. Et sur lequel je mets une belle focale fixe, un 85 mm.
Et toutes les autres photos, je les fais au smartphone. Le grand angle, je les fais au smartphone en vacances. Pour être moins encombré. Voilà. Ils ont des vestes beiges avec des poches. Oui, ils ont ce côté un peu chasseur. Alors c'est facile de s'en moquer, des papy zoom. Et moi, le premier, je m'en suis beaucoup moqué. Faut comprendre que pour l'instant, c'est aussi les papy zoom qui portent le marché de l'appareil photo dédié. Parce que les jeunes et les moins jeunes comme moi, on fait plus que du smartphone. Et ça, c'est le dernier truc que je vais dire, après on ferme l'article. Comprenez que les appareils photo dédiés vont être de plus en plus chers et de plus en plus bons, mais de plus en plus chers. En fait, c'est pas des imbéciles, hein, les gens qui fabriquent des appareils photo dédiés. Ils savent que le marché intermédiaire, les boîtiers dédiés à 1000 euros ou moins à 800 euros, a disparu. Ça, les gens préfèrent faire des photos avec leur smartphone. Il y a de moins en moins de gens qui vont acheter, on va dire, l'appareil photo dédié de tourisme, entrée de gamme. Le marché de la photo et de l'appareil photo dédié va se concentrer sur les appareils pro et très très haut de gamme. Donc, vous allez voir, de toute façon, de moins en moins de gens utiliser des appareils photo dédiés. Et ceux qui les utiliseront seront de plus en plus vraiment des professionnels. En fait, les smartphones ont complètement bouffé. Alors, les appareils photo de tourisme, ça, il y en a quasiment plus. Ils sont en train de bouffer les caméras d'action. Ça, c'est mon pronostic. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée des multi-objectifs et de capteurs de plus en plus grands, ils sont en train de bouffer le marché, on va dire, une partie du marché, on va dire, des compacts experts et même des appareils photo dédiés d'entrée de gamme. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, quand on s'y connaît un petit peu plus en photo, on comprend vite que les smartphones sont des formidables compagnons. Voilà, pour moi, le bonheur, c'est ça. C'est d'avoir les deux sous la main. Là, je suis content. Je sais que je vais pouvoir prendre à la fois des photos extrêmement rapides sur le pouce sans me prendre la tête de moments. Et puis, je vais pouvoir faire de la photo un petit peu plus réfléchie, prenant un peu plus mon temps, plus de plaisir photo, plus de plaisir dans le geste photo avec mon boîtier dédié. Donc, le bonheur pour moi, c'est d'avoir les deux. Mais parce que je peux me le permettre. Faut jamais dire jamais, hein. On commence à avoir... T'as du vrai bokeh sur un smartphone. Juste pas aussi crémeux que sur des appareils photo dédiés. Faut jamais... Tu sais, les ingénieurs optiques, ils travaillent bien, hein. Ils trouvent des trucs, hein. Quand les smartphones feront du capteur 1 pouce. Bah là, Sony vient d'en sortir un. Bon, hein. On pourrait en parler du Sony, pas tout à fait 1 pouce. Mais oui, les capteurs d'1 pouce, ça a déjà été fait hein, sur des smartphones. Le problème, c'est les problèmes optiques que ça peut engendrer avec la miniaturisation, hein, un capteur 1 pouce. Hein. C'est pas si simple que ça, en fait. Allez, on continue. Parce que je suis carrément en retard. On va parler des résultats Apple. Bah, Apple, ça va bien, mais la bourse les a un peu sanctionnés parce qu'ils ont pas atteint exactement les objectifs qu'avait fixé la bourse. Je vous ai déjà expliqué comment fonctionnait la bourse. Le tout, c'est pas d'être une bonne entreprise qui gagne plein de moulas, mais c'est d'être un bon élève. Si la bourse a dit tu dois faire tel résultat et que t'es un peu en dessous, bah la bourse a fait c'est pas bien. Et vous sanctionne et vous perdez 4% dans la journée. Mais c'est pas grave. Apple va très bien. Ils affichent un chiffre d'affaires de 83,360 milliards de dollars. 83 360 milliards de dollars.
Larmina, vous savez ce que ça veut dire, 1 milliard de dollars? Donc, ils ont fait simplement du plus 28,84% sur l'année, un bénéfice de 1,24 dollars par action, soit un bénéfice de 20 551 milliards de dollars. Donc, plus 62,16% dans l'année. Ça va, Tim? Tu reprendras de la chipot? Bref, Apple, ça va. Ça va bien. Les montants sont d'autant plus importants puisque le chiffre d'affaires de 365 817 milliards de dollars sur l'année, avec un bénéfice de 94,68 milliards de dollars en bénéfice. Mais Apple reste prudent. Vous savez, ça hurle à porter, les iPhones. Maintenant, c'est bon an, mal an. Hein. J'imagine bien Tim qui dit « Oui, ça va, mais ça va, quoi. C'est pas non plus fou, quoi. » Oui, j'ai mis des zéros de trop. Désolé, je sais pas lire les chiffres. Je voulais bien sûr parler de 83,360 milliards de dollars sur le chiffre d'affaires et de 20,551 milliards de dollars et pas 20 551 milliards. Enfin, ça devenait n'importe quoi. Non, mais honnêtement, les chiffres me paraissent tellement dingues que je me suis mélangé les pinceaux. En fait, je ne sais pas compter ces chiffres-là. C'est beaucoup trop. Alors, pourquoi Apple reste prudent? En raison du Covid-19, contexte économique plutôt incertain. Ils n'ont pas publié de prévision officielle, mais Tim Cook a dit on risque de pas avoir un très bon quarter pour le prochain. Néanmoins, on peut analyser un peu plus finement que d'habitude comment ils ont fait ce chiffre d'affaires. Tous les modèles d'iPhone ont rapporté 38,868 milliards de dollars contre 26,444 milliards de dollars l'année passée. Donc, plus 47% sur un an. Donc, l'iPhone se porte très bien et se vend très bien. On parle de chiffre d'affaires, là, je pense. Pas de bénéfices. Ces chiffres confirment les attentes des modèles 5G, malgré une couverture encore inégale. À noter que le trimestre qui est compté là, il n'y a que 2 semaines de vente de l'iPhone 13 dans ce trimestre-là. Donc, on n'a pas l'ensemble de est-ce que l'iPhone 13 s'est très bien vendu. Mais les premiers chiffres confirment que l'iPhone 13 serait même un super cycle, comme l'a été l'iPhone 10. Putain, il m'a embrouillé la tête, Guillaume, avec son iPhone X. L'iPhone 10... l'iPhone 13 se vend extrêmement bien. Super cycle, ça veut dire que l'iPhone 13 génère beaucoup de renouvellement de gens qui avaient des iPhone 6, 6S, 7, 8 ou même plus anciens que ça. Vous inquiétez pas, la chiffonnette, on va en parler en fin d'émission. L'iPad continue sa croissance. Il a rapporté 8,252 milliards de dollars, plus 21%. Par rapport à 2020. Les Macs se portent très bien. Et ça, on s'en doutait. Le M1 se vend très bien. Et les gens rachètent des ordinateurs. Très belle performance avec 9, donc ça repasse devant l'iPad avec 9,178 milliards de dollars contre 9,032 milliards de dollars en 2020, soit plus 1,62%. Les services explosent. On est sur du plus 25%, du plus 26%, en passant sur un trimestre à 14,549 milliards de dollars. Non, on est passé à 18,277 milliards de dollars pour les services. Donc le pari d'Apple de miser sur les services pour un jour rattraper les chiffres d'affaires des iPhones grâce aux services est en train de payer. Les wearables, donc AirPods, Apple Watch, etc., marchent plutôt bien aussi, une hausse de
12%. Ils enregistrent 8,785 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur ce trimestre. Donc, Apple, ça va. Ça va. Mais où va l'argent? Bah écoute, après je suis pas au bord d'Apple. Une grande partie des profits est réinjectée dans l'entreprise en investissement. L'entreprise dans la recherche, dans la construction de nouvelles choses, etc. pour continuer à progresser. Ensuite, une partie des profits va bien évidemment aux actionnaires. Là, je parle que des profits. Le chiffre d'affaires, après, ça part en salaire, frais de fonctionnement, frais de fabrication, matériaux, machines, électricité, etc. Ça, c'est ce qu'on enlève de ton chiffre d'affaires pour arriver au profit. Profit, schématiquement, c'est ce qui reste. Quand tu as tout payé, tes impôts, tout, tu as le profit qui reste. Le profit, comment est utilisé le profit? Dans une entreprise qui veut durer, et on va dire une bonne entreprise, on prend une bonne partie du profit et on fait des investissements pour que l'entreprise continue à être profitable. Et ensuite, une partie de ce profit est redistribuée aux actionnaires qui, quelque part, t'ont donné de l'argent pour construire cette entreprise. Oui, et Apple rachète beaucoup de leurs actions aussi, ouais. Mais là, on rentre dans des mécaniques que j'ai pas envie d'expliquer ce matin. Les employés touchent les primes. Je ne crois pas que le principal problème chez Apple soit les salaires. J'ai rarement entendu des problèmes chez Apple, les gens sont mal payés. Il y a d'autres problèmes. Ils ont eu un MeToo récemment. Je pense que les cadences de travail sont intenses. J'ai jamais entendu parler de problème de ne pas être bien payé chez Apple. Après, attention, je suis pas en train de parler des employés des Apple Store. Ça, c'est encore autre chose. Dans la distribution Apple, les disparités salariales, je crois qu'il y a des problèmes. Je crois d'ailleurs qu'il y avait eu une manif d'employés Apple. Le bénéf, c'est pour les barbecues. Dis donc, il y a de quoi faire des gros barbecues. Voilà. Allez. Oh putain, je suis méga en retard. Je vous fais les deux news après, super rapide. Apple Music débarque sur votre PS5. Comme Spotify, vous allez pouvoir écouter vos playlists Apple Music sur votre PS5 tout en continuant à jouer. Jusqu'ici, il n'y avait que Spotify qui fonctionnait sur la PS5. Réjouissez-vous, Apple arrive chez Sony. C'est bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Apple Music donc arrive sur la PS5. Voilà, on va pas en dire plus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Raspberry dévoile son Pi 0,2 watts, un ordinateur avec processeur à 4 cœurs pour 15 dollars, ce qui est les prix Raspberry. Oui, j'ai bien dit 15 dollars, je ne me suis pas trompé. Raspberry s'est donné pour mission de démocratiser l'informatique et ses usages. Donc, c'est des petits ordinateurs et après, vous en faites ce que vous voulez, les Raspberry Pi. Ils gardent toujours les tout petits, les Pi 0 qui sont... Non, oui, les Pi 0 qui sont à 5 dollars. Les Pi 0 W qui ont une connexion Wi-Fi sont à 10 dollars. Et là, ils sortent donc le nouveau 2W qui lui va être à 15 dollars, qui va intégrer un processeur Broadcom 4 cœurs à 1 GHz, 512 de RAM, Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.2, micro USB 2.0 OTG, moniteur mini HDMI et emplacement caméra CSI2. Alors, c'est pas un ordinateur pour jouer aux jeux vidéo, les Raspberry Pi. Quoique, on peut faire tourner certains jeux dessus. C'est des ordinateurs qu'on utilise pour fabriquer des objets, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce nouveau Pi 0.2, qui est boosté par rapport à la génération précédente, est de la même taille. Donc, on peut remplacer un Raspberry Pi dans une construction. Des gens font des objets, en fait, dont la motorisation informatique va être assurée par un Raspberry Pi. J'essaye d'expliquer ça. Oui, il y a des jeux vidéo en émulation.
Enfin, certains d'entre vous connaissent bien les Raspberry Pi, pour d'autres, ça paraît très obscur. Mais globalement, ouais, c'est des moteurs informatiques que tu peux mettre dans d'autres objets. Le souci sur ce modèle, c'est l'alimentation qui doit être costaud en 5 volts. Oui, il va falloir changer l'alimentation, ouais. En domotique, on utilise ouais, effectivement beaucoup les Raspberry Pi. Les frères Poulain, voilà, allez voir la chaîne vidéo des frères Poulain. Eux, ils savent de quoi ils parlent, contrairement à moi. En tout cas, le succès de ces Raspberry Pi Zero n'est plus à questionner. Raspberry en a vendu près de 4 millions depuis son lancement, toutes versions confondues. Cette année, l'entreprise n'est pourtant pas dupe. Elle sait qu'elle devra, comme toutes les autres, faire avec la pénurie des composants qui frappent l'industrie des nouvelles technologies. Dans son billet de blog, elle espère tout de même pouvoir en produire 200 000 unités, donc de ce nouveau Raspberry Pi, fin 2021, et 250 000 unités pendant la première moitié de l'année 2022. Donc si vous voulez ce nouveau Raspberry Pi, à mon avis, il ne faut pas traîner dans les commandes. C'est sur Twitch, les frères Poulain? Non, c'est sur YouTube. Après, je crois qu'ils ont une chaîne Twitch aussi, je suis pas sûr. Mais les frères Poulain, c'est sur YouTube. Bonne. Vous connaissez pas les frères Poulain? C'est vachement bien. C'est vachement, vachement bien. Oui, si, ils sont sur Twitch aussi. Oui, oui, il me semblait bien. Allez, heureusement, on n'a pas de sponsor. En fait, si, les sponsors, c'est vous. Et d'ailleurs, j'ai plein de gens à remercier. Je vais le faire le plus rapidement possible. Pour les contributions du jour, merci ShakeLol, 12e mois d'abonnement. Merci RCDK pour ton Prime. Merci Fanatics pour ton 2e mois d'abonnement. Merci Matache pour ton Prime. Il y a plein de nouveaux primers aujourd'hui. Vous êtes cool. Ça régale. Play22 pour son 2e mois d'abonnement. Parker 3 DPS pour son 3e mois d'abonnement. Citron bien mûr pour son 7e mois d'abonnement. Tsuna 71 pour son 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. Il y a aussi Gwenyouard 8964. Merci pour ton 13e mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs. Vous êtes nos sponsors. Nous n'avons pas de sponsors aujourd'hui. Et on passe tout de suite à la cerise sur le croissant, si j'arrive à la... Cerise sur le croissant. De quoi on va parler? Yep. Je fais monter le suspense, mais je vais décrire pour ceux qui nous écoutent en audio. Nous allons parler non pas de fromage, puisque je présente une cloche à fromage, mais nous allons parler de la chiffonnette Apple. Le produit dont tout le monde parle, qui a offusqué les 3/4 du monde occidental. Cette chiffonnette à 25 € scandaleuse. Vous voyez, nous, on l'a mis sous cloche. Alors, en fait, la cloche à fromage n'est pas assez grande pour la boîte, donc l'effet est raté. Mais nous, voilà, on ne veut pas qu'elle se détériore à l'air libre, vu le prix où on l'a payé, 25 € pour un chiffon. Mais quel scandale! Mais quel scandale offusquons-nous ensemble? C'est tout ce que veut Apple, c'est que nous nous offusquions ensemble. Mais plus intéressant que ça, iFixit a fait un test de cette chiffonnette. On va en parler, mais d'abord, je vais vous faire un unboxing. J'ai pas mes gants blancs. Normalement, je n'ai le droit de manipuler qu'avec des gants blancs. Mais nous allons unboxer. En fait, on l'a déjà unboxé, hein, donc je triche. Merde, j'ai failli péter la cloche à fromage, qui vaut quand même plus cher que la chiffonnette. Nous allons unboxer. Offusquez-vous 25 € pour un morceau de carton. Même pas focus. Et dedans, le PQ de Tim Cook. Une feuille de PQ de Tim Cook. Voilà. Avec une petite cartonnette dedans qui vous dit que c'est compatible avec les produits Apple, mais pas avec le reste. Hein. Vous pouvez pas, on va pas laver n'importe quoi avec cette chiffonnette. Et on se retrouve avec une chiffonnette, avec bien sûr, ça c'est très important,
Putain, alors là, le focus, ça va être sa mère. Oh putain. Wallah. Wallah. Voilà. Sur ma gueule. Voilà. Tu suis ma gueule? Regardez. Une pomme. Tadam! Alors, en main, c'est extrêmement doux. J'ai l'impression de toucher une joue d'ange. C'est une expérience incroyable. Non, en vrai, ce chiffon était livré quand vous achetez les écrans à 7000 € chez Apple. C'est des écrans qui peuvent être extrêmement fragiles. Alors oui, moi aussi, j'ai de la microfibre je crois qu'on les a payés genre 20 centimes chez Casto, des microfibres comme ça, et ça suffit largement pour laver tout un tas de choses. Le problème des microfibres, c'est que sur un écran qui m'aurait... On l'a pas, l'écran à 7000 boules. Mais sur des produits qui valent très cher... votre microfibre que vous avez utilisé aussi bien pour laver des saloperies et des tables, vous n'avez pas envie de le passer sur l'écran. Avoir une microfibre de qualité que vous réservez à nettoyer juste les écrans, c'est pas si bête. C'est pas si bête. Et certains ont montré sur Twitter qu'il existe des microfibres très chères dans le marché de l'automobile. Donc, Apple est scandaleux, mais peut-être pas si scandaleux que ça. Mais Apple aime bien être scandaleux. Parce que ça, c'est une chose qu'il faut que vous compreniez. Cette chiffonnette, ils l'ont pas sortie pour rien. Ils l'ont sortie pour que vous en parliez. Et vous êtes tous tombés dans le panneau. Tout le monde en parle de cette chiffonnette. Et pourquoi c'est bien pour Apple qu'on en parle? Que vous soyez là, mais c'est scandaleux des chiffonnettes à 25 €, c'est juste bon pour les pigeons. Tous les consommateurs Apple sont des pigeons, ils vont acheter cette chiffonnette, c'est nul. Mais vous faites plaisir à Apple en disant ça, vous tombez complètement dans le panneau. Pourquoi c'est important? C'est pas uniquement le buzz. C'est pas juste faire le buzz. Mais bien sûr, tout le monde en parle, donc ça fait le buzz. Mais surtout, Apple n'est pas une marque de luxe, contrairement à ce que certains disent. Apple est une marque de faux luxe. Au même titre que Burberry, par exemple. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, la nana de Burberry, c'est chez Apple. Burberry, alors, c'est pas exactement du faux luxe, mais Burberry a des objets de grande consommation et ils sont enrobés dans une image de luxe. Et en fait, voilà, Nespresso, c'est le bon exemple du faux luxe. C'est ça. Le vrai luxe, je vais vous dire, un chiffon comme ça, signé Chanel, ne serait pas à 25 €. Et encore, Chanel est presque du luxe, un peu démocratique sur certains aspects. Mais un morceau de tissu en haute couture pourrait coûter encore plus cher. Et ce n'est pas le produit qui fait le prix. C'est la rareté du produit qui fait le prix. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et en fait, grâce à ce chiffon, cette chiffonnette, Apple vous fait passer l'image que ça reste une marque de luxe. Donc la prochaine fois que vous allez acheter un iPhone SE à 500 €, vous aurez l'impression de vous payer un produit de luxe. Alors que 500 € n'est pas du tout un produit de luxe. Vous voyez ce que je veux dire? Cette chiffonnette est le résumé marketing de la technique Apple. Apple fait des produits de moins en moins chers sur certains produits et des produits de plus en plus chers sur d'autres. Le clavier d'Apple pour les iPads participe à l'image du luxe. Par contre, l'iPad en lui-même, l'entrée de gamme de l'iPad est un produit vraiment pas cher technologiquement. Donc comment faire pour garder une image de luxe quand vous commencez à faire des produits de moins en moins chers sur vos entrées de gamme? Vous faites des chiffons à 25 €. Vous comprenez? Et on va pas s'arrêter là parce que iFixit a testé le chiffon en profondeur. Comme c'est faire iFixit, ils l'ont même découpé. Outrage.
ils l'ont découpé et ils se sont aperçus qu'en fait, c'est 2 chiffons collés l'un à l'autre. C'est 2 chiffons collés. Donc, 25 €, si vous les arrachez, vous avez 2 chiffons. Ce qui vous fait le chiffon à 12,50 €. Déjà, on fait une économie. 2 chiffons parce que Apple ne voulait pas qu'on ait le contact rugueux de l'autre côté de cette chiffonnette. Mais ils sont allés plus loin aussi. iFixit, ils ont scanné, ils ont fait une macro. Et vous avez ici à gauche un vulgaire microfibre, pas cher, de la plèbe, comme ils le disent. Et à côté, vous avez le merveilleux microfibre d'Apple. On le voit, hein, les fibres sont beaucoup plus serrées. Soyons bêtement scientifiques. On a, honnêtement, là, on va arrêter de déconner 5 secondes. Si je dois laver un écran qui coûte 7 000 €, je préfère le laver avec ça que le laver avec ça. Ça, d'abord, je ne sais pas où il a traîné avant. Ça, je le mets dans un tiroir ou sous cloche. Et nous n'avons le droit de le sortir que le jour où nous avons un ordinateur ou un écran qui vaut 7 000 €. Allez, 5 000 €. Les nouveaux MacBook Pro qu'on va recevoir, je vous garantis que l'écran, je vais laver avec ça. Hein. Voilà. D'ailleurs, pour terminer de rigoler, iFixit a fixé la note de 0 sur 10 sur la réparabilité du produit. Attention, il précise qu'il est lavable, donc on peut le réutiliser. Mais par contre, si vous le déchirez, il n'est absolument pas réparable. Donc ils ont mis 0. Honnêtement, en vrai, je pense que c'est une très bonne chiffonnette pour écran avec des nanos machin là, qui doit absolument pas rayer, vraiment garder. Il faut pas laver ce type d'écran avec n'importe quoi comme solution et n'importe quel chiffon, je pense. C'est clair. Après, bien évidemment qu'un chiffon comme ça ne doit pas valoir plus de 3 € s'il n'y a pas le logo Apple dessus. Hein. Oui, il n'est pas très souple. Je voulais le plier en 4 pour le mettre sous cloche. Et non, il est assez rigide. Alors, on va faire un test. On va faire un test quand même. En live. J'ai ici un billet de 20 €. Je ne vais pas faire comme Gainsbourg à son époque et brûler ce billet de 20 €. J'ai un billet de 20 €. Est-ce qu'un billet de 20 € lave bien l'écran de mon iPhone ? On va faire un test tout de suite. C'est très médiocre. C'est vraiment... Le billet de 20 €, c'est de la merde pour laver votre écran. Vraiment, ça marche pas très bien. Je le jette. Je prends une chiffonnette. Imaginons que j'ai une réduc et je l'ai eu à 20 € pour les besoins de l'exercice. Si je lave... Oh ! Oh ! Oh mon Dieu, mais quelle sensation, quel plaisir! En vrai, c'est super agréable. C'est la première fois que je le fais. C'est ultra agréable. Et ça enlève mes postillons séchés assez, pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Franchement, je pensais pas dire ça. Je pense pas que ça vaille 20 €, mais l'expérience est très agréable. Je veux la même avec le logo IBM. Niveau réparabilité du niveau 20 €, c'est pas ouf. Ouais, non, c'est pas ouf. Hein. Bien évidemment, aucun billet de 20 €. D'ailleurs, il est même pas à moi. Je l'ai piqué à Marion, je dois lui rendre. N'a été abîmé pour cette démonstration.
Il doit être bien placé pour ce placement faussement ironique, mais bien évidemment, je touche 20 € de commission pour... De toute façon, vous pouvez pas l'acheter. Il est en rupture de stock jusqu'en janvier. Donc, preuve que beaucoup de gens l'ont acheté, leur petit chiffon à 25 €. Ça me fait marrer. Apple, c'est des bons quand même. Et ils vous mènent par le bout du nez. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Moi aussi, hein, ils me mènent par le bout du nez. Regardez. On l'a acheté, nous aussi, hein, pour faire une blague, quoi. Mon Dieu. Mais bon, nous, on va l'utiliser. Je vais pas en faire un collector. On va effectivement, moi, je vais le ranger dans un coin de l'atelier pour laver. Alors, notamment quand on nous prête des écrans pour les rendre nickel. Et justement, pour pas qu'on mélange avec les autres micro-sillons qu'on utilise à longueur de journée. Micro-sillons. Micro-fibres. Euh, Ça vous a chiffonné la chiffonnette, hein. Apple Care à 75 €. Eh ben, justement, voilà, notre équipe de modération ou Léo vous a mis le lien pour une chiffonnette de qualité sur Amazon, si vous voulez pas payer ce prix indécent. Ouais, on connaît le coup de la blague, je l'ai acheté pour faire la blague pour un ami. Non, mais alors, ça, et Steven avait raison. Il y a plein de vidéos qui ont été... Alors, je vous le dis tout de suite, on fera pas de vidéo de test de la chiffonnette. Ça veut pas dire qu'on fera jamais de vidéo sur cette chiffonnette. Parce que j'ai fait mon intro en vous expliquant le marketing d'Apple autour de la chiffonnette est intéressant. Ça pourrait faire une vidéo. Mais on fera pas un test de la chiffonnette. Yep. Oula, il y a eu un gros coup de vent dehors et j'ai un panneau qui s'est détaché. Ça fait un peu de bruit. Est-ce que de la chiffonnade chez le boucher fait la même chose? Ah ça, je sais pas. Essaye de laver avec une chiffonnade de charcuterie italienne un écran d'iPad. Pas sûr du résultat. Pas sûr du résultat. Est-ce qu'on vise la deuxième place en termes de durée en faisant un cornfac, comme on me le suggère dans le chat, ou est-ce que je m'arrête là? Non, je vais devoir m'arrêter là. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Beaucoup de travail en plus de présenter le mug, parce que le mug, c'est quand même du boulot, hein, les gars. J'adore le faire avec vous, mais c'est du boulot. C'est pas que du plaisir. Donc, on va s'arrêter là. Je vous rappelle quand même les choses importantes à retenir. Lundi, c'est férié, il n'y aura pas de mug. Il y aura un mug mardi, normalement c'est Marion. Mercredi, ça va être Guillaume qui me remplace, mais il sera là aussi le jeudi. T'es au courant, hein, Guillaume? J'espère que t'es au courant. Parce que moi, je suis pas là mercredi. Je fais un truc familial, je suis pas là. Voilà. Je prends un jour de congé, ça va. Ça va. Lâchez-moi la grappe. En plus, j'amène un peu de boulot ce jour-là. Bref, je serai de retour donc vendredi prochain. Donc, vous allez être content, vous n'allez pas revoir ma tronche avant vendredi prochain. C'est cool, non? Plutôt une bonne nouvelle. Parce que je vais pas être là ce soir non plus. Parce que comme il y a le Z-Event, eh ben moi, je vais regarder comme vous le Z-Event. Et d'ailleurs, j'ai déjà acheté mon t-shirt Z-Event. Non, il faut participer au Z-Event. C'est pour Action contre la faim. Le Z-Event, on en a déjà parlé. On fera probablement un article sur le récap du Z-Event. Mais on vous encourage, d'ailleurs j'aurais dû le mettre en hashtag, j'ai été bête. On vous encourage, et d'ailleurs je vais voir si on peut pas faire un raid sur quelqu'un qui est au Z-Event. Profitez-en, tout le week-end ça va être que du bonheur. Et en plus c'est pour une très bonne cause. Il faut quand même se rendre compte, et là on peut faire un peu cocorico, que le Z-Event est quand même le plus gros événement mondial qui a fait les plus grosses levées caritatives dans le monde, monsieur, dans le monde. L'Armina. Est-ce que tes viewers ont signé la feuille de congé? C'est moi le patron. Ah, je m'étire un peu. Allez, qui on va raider? 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 Qui est sur le Z-Event?
Est-ce qu'on peut m'aider? Est-ce que, par exemple... attends, il y a qui est sur le Z-Event qu'on pourrait raider? Si Guillaume ou quelqu'un de la modération peut me... Parce que là, j'ai pas toute l'interface. Ça commence ce soir, il n'y avait pas un concert hier? Je pensais que c'était, il y avait déjà du Z-Event aujourd'hui. Ils sont pas en ligne, ça démarre à 18 h, d'accord. Ah ouais, c'était le concert hier soir, mais ça commence ce soir. Ok, ok, ok. Donc, rendez-vous ce soir 18 h pour le Z-Event. On va faire un petit raid chez Bastille UI, du coup, qui va bientôt démarrer son live. Attends, ah non, il a déjà démarré, c'est bon, il est là, Bastille, petit raid chez lui. Allez découvrir sa chaîne si vous ne le connaissez pas, c'est absolument formidable. C'était juste au concert hier soir, le marathon commence ce soir 18 h. Ça roule. Allez, ciao tout le monde, passez une excellente journée, soyez bons, soyez forts, je lance le générique de fin et le raid pendant le générique de fin. Ciao tout le monde.